On utilise des mots comme démocratie, justice, droit, presque tous les jours, sans vraiment y penser. Mais ils ne sont pas tombés du ciel, quoi. Non, exactement. Ils ont une histoire, une origine qui nous ramène, Très loin en arrière. oui, sur la place du marché bondé d'une ancienne cité grecque. C'est un voyage qui nous mène vraiment aux racines de notre façon de penser la vie en commun. Et pour nous guider, on va s'appuyer sur des extraits d'un ouvrage assez monumental, le Oxford Handbook of the History of Political Philosophy. Notre mission est double. D'abord, on va remonter à la source, à la naissance même de la philosophie politique, dans la Grèce antique. Et ensuite, on va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui il y a tant de manières différentes, voire totalement opposées, d'étudier cette histoire. C'est un parcours qui va nous mener de l'agora, d'Athènes, on va dire, au champ de bataille intellectuel des universités modernes. Un voyage dans les idées qui, on va le voir, est tout sauf poussiéreux. Alors, commençons par le commencement. La philosophie politique. Rien que les mots nous donnent un indice. Ben oui, du grec polis, la cité. Et philia, sophia, l'amour de la sagesse. Voilà. Et tout ça commence sur l'agora, la place publique. C'est ça. Exactement. Et il faut bien imaginer ce que c'était, l'agora. Ce n'était pas juste un marché, c'était le cœur nucléaire de la vie publique. C'est là que tout se passait. C'est là que les citoyens se rassemblaient pour débattre des lois, pour servir de jurés dans les tribunaux, pour décider de la guerre et de la paix. On disait d'ailleurs des bons juges qu'ils parlaient droit. Ah oui. C'est dans ce bouillonnement de paroles, de délibération, que le politique en tant que concept prend vraiment forme. Alors, on pense souvent à la démocratie comme quelque chose de très concret. Le vote, l'assemblée, on lève la main. Mais les textes qu'on a là proposent une idée qui semble complètement contre-intuitive. Laquelle ? Que la démocratie aurait en fait forcé les gens à penser de manière abstraite. Comment c'est possible ça? C'est une excellente question parce que ça va au cœur du sujet. Pensez-y une seconde. Dans une monarchie, le pouvoir est visible. C'est une personne, le roi. On peut le montrer du doigt. C'est ça. Mais dans une démocratie, le pouvoir appartient au démos, au peuple. Et le peuple, c'est une entité invisible, une abstraction. On ne peut pas le rassembler dans une seule pièce et le montrer du doigt. D'accord, je vois. Donc, pour que cette idée du pouvoir au peuple fonctionne, il a fallu créer des concepts pour la décrire, pour l'organiser. Précisément. Il a fallu inventer des notions comme la souveraineté populaire, l'égalité devant la loi, ce qu'ils appelaient l'isonomia, ou même la règle de la majorité. Pour faire exister le pouvoir du peuple, il a fallu le théoriser. Exactement. La politique devient une affaire de concept avant d'être une affaire de personnes. Et alors, qui est le premier à vraiment mettre ces concepts par écrit? On pense souvent à Platon, à Aristote, mais il me semble qu'on remonte à quelqu'un d'encore plus ancien ici. Oui, et c'est une des grandes révélations de ces textes. La figure clé de cette transition, c'est l'historien Hérodote. Hérodote. On le voit souvent comme un simple conteur, mais son œuvre, les histoires, c'est bien plus que ça. C'est la toute première enquête systématique sur les sociétés humaines. Il se demande qu'est-ce qui fait qu'un peuple est puissant, qu'est-ce qu'un bon gouvernement. C'est chez lui qu'on trouve la première trace écrite du mot démocratia. Voilà. Est-ce qu'on a un exemple concret de cette analyse politique dans son œuvre? Ah oui, l'exemple le plus frappant et le plus célèbre, c'est sans doute le débat constitutionnel perse. D'accord. Hérodote met en scène 3 nobles perses qui viennent de renverser un tyran et qui débattent pour savoir quel régime installer. L'un défend la monarchie, l'autre l'oligarchie et le troisième la démocratie. Une simple discussion d'opinion donc. Pas du tout, et c'est ça qui est génial. Ce n'est pas juste moi je préfère ça. C'est un vrai débat construit où chaque argument répond à l'autre. C'est dialectique? C'est ça. Le défenseur de la démocratie attaque l'arrogance d'un seul homme au pouvoir, celui de l'oligarchie critique le chaos et l'incompétence de la foule, et celui de la monarchie pointe les rivalités destructrices entre les élites. De l'oligarchie, chaque régime est défini par le problème qu'il prétend résoudre. C'est une analyse politique d'une finesse incroyable pour l'époque. Et derrière ces débats sur les régimes, il y a une leçon encore plus fondamentale qui traverse toute l'œuvre d'Hérodote, celle du sage Solon. Oui, la fameuse phrase que Solon adresse au richissime roi Crésus « Ne dites jamais un homme heureux avant sa mort ». Ça sonne comme un proverbe un peu déprimant. C'est vrai, mais c'est en réalité un principe politique explosif. C'est l'affirmation d'une égalité radicale de tous les humains face à l'incertitude du destin. Peu porte votre pouvoir ou votre richesse, personne ne contrôle l'avenir. Voilà, le roi le plus puissant peut finir en cendres sur un bûcher, comme Crésus a failli l'être. Donc même un monarque absolu doit composer avec cette réalité. Absolument. C'est ce que les textes appellent les faits démocratiques de la vie.
Même les grands rois décrits par Hérodote, comme Cyrus ou Déocès, ne peuvent pas ignorer cette égalité fondamentale. Pour qu'un pouvoir soit stable, il a besoin d'une forme de consentement. Oui, d'une forme de consentement populaire. Le pouvoir ne repose jamais uniquement sur la force brute. Déocès, par exemple, il devient roi parce que son peuple, épuisé par le désordre, lui demande de prendre le pouvoir en échange de sa justice. C'est une sorte de contrat social avant l'heure. D'accord. Donc on a cette naissance de la pensée politique dans le bouillonnement de la Grèce antique. Mais comment est-ce que cette pratique de la discussion sur l'agora est devenue un sujet d'étude, une discipline académique avec ses profs et ses manuels? J'imagine que ça s'est fait dans une vieille université européenne comme Oxford ou la Sorbonne. Eh ben, c'est là que l'histoire prend un tournant surprenant. Ah, La discipline en tant que telle a été largement formalisée, non pas en Europe, mais aux États-Unis à la fin du 19e siècle. aux États-Unis. Oui, au sein de la toute nouvelle science politique, et l'objectif n'était pas seulement de comprendre le passé, C'était un projet politique en fait. c'était ce qu'on peut appeler une politique de l'histoire. L'idée pour ces premiers politologues américains était de construire un récit prestigieux pour la jeune démocratie américaine. D'accord. Ils ont créé cette idée d'une grande tradition occidentale, une lignée ininterrompue de Platon jusqu'au père fondateur américain. L'Amérique n'était plus une expérience isolée, mais l'aboutissement glorieux de plus de 2000 ans de pensée. C'est un récit très optimiste, hein. L'histoire d'un progrès continu qui culmine avec la démocratie américaine. Exactement, mais ce récit de progrès triomphant va être complètement dynamité au milieu du XXe siècle. Et le choc va venir, ironiquement, d'Europe. Ah oui, hein? Avec la montée du nazisme, de nombreux intellectuels, principalement allemands et juifs, s'exilent aux États-Unis. On pense à des figures comme Hannah Arendt ou Léo Strauss. Et eux, ils n'arrivent pas avec la même vision optimiste de l'histoire, j'imagine. Pas du tout. Pour eux, qui avaient vu la civilisation européenne s'effondrer dans la barbarie, l'histoire de l'Occident, c'était pas celle d'un progrès. C'était, au contraire, celle d'un lent déclin. Un déclin. Oui, une décadence qui avait mené aux catastrophes du totalitarisme. Pour eux, l'histoire n'était pas une parade victorieuse, c'était une scène de crime qu'il fallait analyser pour comprendre où tout avait mal tourné. Ça a dû provoquer un véritable séisme intellectuel. Un séisme, le mot est juste. Ça a créé une fracture profonde et durable. D'un côté, une science politique qui voulait être de plus en plus scientifique, basée sur les stats, les sondages, l'étude des comportements. Et qui considérait l'histoire des idées comme une vieille antiquité charmante mais inutile. C'est ça. Et de l'autre, les héritiers de ces penseurs exilés qui affirmaient que seule l'histoire de la philosophie politique permettait de diagnostiquer les maladies de la modernité. La discipline était coupée en deux. Et cette fracture explique donc pourquoi, aujourd'hui encore, on peut lire le même texte de Platon ou de Machiavel et en tirer des conclusions radicalement différentes. Complètement. C'est comme si différentes équipes jouaient sur le même terrain, mais avec des règles du jeu complètement opposées. On peut peut-être décrire les principales équipes. C'est une excellente image. Alors, commençons par la première grande approche, qu'on associe souvent à l'école de Cambridge et à des historiens comme Quentin Skinner. Pour eux, l'historien des idées est une sorte de détective historique. Un détective, c'est-à-dire? Leur question principale, c'est qu'est-ce que l'auteur était en train de faire en écrivant son texte? Un livre politique n'est pas un traité philosophique intemporel. C'est une intervention, c'est une arme dans un débat politique précis de son époque. Il faut donc tout reconstituer. Oui, il faut reconstituer le contexte, retrouver les pamphlets auxquels il répondait, comprendre à qui il s'adressait. L'intention de l'auteur est la clé. Est-ce qu'on a un exemple concret où cette méthode a complètement bouleversé notre compréhension d'un texte célèbre? Oui, l'exemple classique, c'est le travail de l'historien Peter Laslett sur les 2 traités du gouvernement de John Locke. D'accord. Pendant des décennies, tout le monde pensait que ce livre avait été écrit pour justifier, après coup, la glorieuse révolution anglaise de 1688. C'était vu comme une rationalisation d'un événement accompli. Et ce n'est pas le cas. Pas du tout. En faisant un travail d'archives minutieux, Laslett a prouvé que Locke avait écrit l'essentiel de son livre près de 10 ans avant la Révolution. Ah oui, et ça change tout. Ça change tout. Ce n'est plus une justification prudente, c'est un pamphlet radical, un appel subversif à la révolution contre le roi en place. L'acte politique n'est plus du tout le même. D'accord, donc l'école de Cambridge nous dit que le contexte est roi, mais j'imagine que tout le monde n'est pas d'accord. Y a-t-il une approche qui dirait, au contraire, que le texte se suffit à lui-même et contient une vérité qui dépasse son époque? Absolument. C'est l'approche diamétralement opposée, celle des Straussiens,
du nom de leur fondateur, Léo Strauss. Si les historiens de Cambridge sont des détectives, Les Straussiens sont quoi? des cryptographes. Des cryptographes. Ils cherchent un message codé, c'est exactement l'idée. Pour eux, les grands philosophes du passé, Platon, Machiavel, etc., savaient que leurs idées les plus profondes étaient dangereuses pour l'ordre social et politique de leur temps. Donc ils se cachaient. Ils écrivaient de manière dissimulée pour éviter d'être persécutés. Attendez, ça peut paraître un peu complotiste, non? L'idée que tous ces grands penseurs menaient une double vie intellectuelle. Sur quoi ils se basent pour affirmer ça? L'argument principal repose sur le sort de Socrate, condamné à mort par la démocratie athénienne pour ses idées. D'accord. Le traumatisme originel. C'est ça. Cet événement aurait servi de leçon à tous les philosophes ultérieurs. Ils ont donc développé un art d'écrire sur 2 niveaux. Un message de surface, exotérique, qui semble respectable, et un message caché, ésotérique, destiné à une petite élite de lecteurs capables de lire entre les lignes. Et l'objectif, c'est de décoder ce message pour trouver une vérité éternelle. Une vérité philosophique, éternelle et immuable, oui. Donc nous avons les détectives qui cherchent des indices dans le contexte et les cryptographes qui cherchent une vérité cachée dans le texte. Est-ce qu'il y a une troisième voie, une approche qui dirait que, peut-être, on se pose les mauvaises questions? C'est la voie explorée par les approches dites postmodernes, souvent associées à des penseurs français comme Michel Foucault ou Jacques Derrida. D'accord. Pour eux, le langage n'est pas un simple outil pour décrire la réalité ou cacher une vérité. Le langage construit la réalité. Il est lui-même chargé de relations de pouvoir. Ça reste un peu abstrait. Comment ça fonctionne en pratique? Prenons la méthode de la généalogie de Foucault. Quand il étudie l'histoire des prisons, par exemple, il ne cherche pas à savoir qui a eu la bonne idée de la prison moderne. Ils cherchent quoi alors? Il cherche à montrer comment tout un ensemble de discours médicaux, juridiques, psychologiques ont créé un nouveau type de savoir sur le criminel, le délinquant. Et ce savoir n'est pas neutre. Absolument pas. Ce savoir qui prétend être scientifique et objectif est en réalité une nouvelle forme de pouvoir, beaucoup plus efficace que la hache du bourreau. Pourquoi? Parce qu'elle ne punit pas seulement le corps, elle vise à normaliser l'âme, à contrôler les individus de l'intérieur. Pour Foucault, l'histoire des idées politiques n'est pas la quête d'une vérité, mais l'analyse des manières dont le pouvoir se cache derrière le savoir pour nous assujettir. C'est une visite fascinante de ces débats universitaires, mais on pourrait se demander pourquoi est-ce que ça compte pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste? Quel est l'enjeu concret de tout ça? L'enjeu est énorme. Parce que la méthode que l'on choisit détermine complètement ce que l'on trouve et l'utilité qu'on en retire. C'est toute la valeur de l'histoire qui est en jeu. C'est-à-dire? Si vous lisez Machiavel en historien contextuel, vous y chercherez des leçons pratiques pour gérer une crise politique, des stratégies valables dans un contexte similaire. Si vous le lisez en stoïcien, vous chercherez une sagesse intemporelle sur la nature humaine et la violence du pouvoir. Une vérité qui serait aussi valable pour un prince de la Renaissance que pour un dirigeant du XXIe siècle. Et si vous le lisez avec les outils de Foucault, vous y verrez un exemple de la manière dont les discours sur l'État et la raison d'État servent à justifier et à masquer des formes de domination. Donc le texte devient un outil de critique du pouvoir aujourd'hui. Exactement. La question que l'on pose au passé détermine la réponse qu'il nous renvoie. Donc pour résumer, on est parti de la place publique, de la Grèce antique, l'agora, où la philosophie politique est née de la nécessité de penser la vie en commun, pour arriver sur ce champ de bataille intellectuelle moderne, où chaque école se bat pour imposer sa lecture du passé, et par conséquent sa manière de comprendre le pouvoir, la justice et la démocratie au présent. L'essor de la philosophie politique n'est donc pas une galerie de portraits de vieux penseurs poussiéreux. Loin de là. C'est un miroir vivant dans lequel chaque génération projette ses propres angoisses et ses propres espoirs. C'est un dialogue ininterrompu avec le passé pour tenter d'éclairer les dilemmes du présent. Pour finir, peut-être une dernière pensée à méditer. On a vu que la philosophie politique est née quand la démocratie a forcé les citoyens à penser de manière abstraite des concepts comme le peuple ou la justice. Oui. Une question se pose alors. À notre époque, saturée d'informations, de petites phrases et de réactions instantanées sur les réseaux sociaux, engageons-nous encore dans ce type de réflexion lente et abstraite sur notre vie politique? Ou est-ce que le discours glissant, contre lequel le vieux Solon nous mettait en garde, ce discours qui séduit par les apparences mais évite la complexité, a finalement pris le dessus?